Nous restons dans le même cadre pour continuer ce débat. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée fait face aujourd'hui à un blocus organisé par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur qui menace d'ailleurs de partir en grève à partir du 19 avril. Déjà, le système en tout cas le programme de recensement n'a pas jusqu'à présent continué depuis le blocus lancé par ce syndicat. Malgré l'acceptation, malgré, disons, ces faveurs accordées par le département de l'enseignement supérieur, le recensement ne continue toujours pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut finalement retenir? Est-ce que si le Sénasur partait en grève, finalement, le programme, en tout cas d'exécution, pourra réussir au niveau de l'enseignement supérieur? Absolument. Et ça, non, ça va compromettre, forcément. Ça va impacter les cours dans les différentes universités. Parce que moi, j'ai à discuter avec aujourd'hui ce bureau exécutif et certains représentants de cette structure syndicale qui soit à l'intérieur du pays qui était aujourd'hui du côté de Gamal, qui m'ont rassuré que forcément le mot d'ordre sera suivi sur l'ensemble de ces différentes universités. Donc aujourd'hui, je pense que cette structure syndicale se sent fort de quelque chose. Et le bras de fer est déjà engagé entre non seulement le SLEG et le département de l'enseignement supérieur, mais également entre le syndicat de l'enseignement supérieur et le SLEG. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que le SLEG n'a pas une grande représentativité au niveau des universités. Maintenant, c'est au syndicat de l'enseignement supérieur de prouver à suffisance qu'elle a cette représentativité dans les différentes universités. Et si cette menace de grève, démonstration de force la semaine dernière, justement, on risque d'assister à une autre démonstration de force du Sénasur. Justement, c'est dans l'interview, il a dit, certainement le ministre veut savoir de quoi est-ce qu'on est capable pour certainement se plier à nos exigences et à nos obligations. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis des années et des années. Aboubacar Souma est devenu celui-là qui menace l'administration publique, on a l'impression. Mais écoutez, tout ce qui est trop est mauvais. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Monsieur Souma ne contrôle pas l'enseignement supérieur. Ça, je peux vous garantir. Je pense que le Sénasur va faire une démonstration de force pour prouver justement à l'opinion publique nationale et internationale que l'enseignement supérieur n'est pas commandé par Souma, que le taux de représentativité du SLEG au niveau de l'enseignement supérieur est très faible et que le syndicat qui est suivi et écouté à l'enseignement supérieur, c'est le Sénasur et ça va se démontrer. Ça va se démontrer, voilà. C'est intéressant. Nous allons partir avec l'autre sujet. La BCGI, finalement, nous avons suivi cet extrait du secrétaire général de l'USTG, de la FESABAC plutôt, qui était encore devant la presse et qui annonce dès demain la rentrée en grève de la BCGI. De quoi il s'agit justement? Justement, il s'agit de revendications qui datent de loin, il faut le dire, parce que aujourd'hui, ce sujet a fait l'objet de beaucoup de négociations qui ont malheureusement échoué. Il y a eu des médiations qui n'ont pas été prises en compte selon le secrétaire général de la FESABAC auprès de la direction de la BCGI. Ils ont introduit beaucoup de requêtes et de revendications, notamment la prise en charge ou la création des meilleures conditions des travailleurs de la BCGI sur le territoire guinéen au même niveau que dans les autres pays, chose qui n'a pas été acceptée par la direction qui est ici en Guinée. Et malheureusement, toutes les médiations qui ont eu à se faire ont échoué et finalement, ils étaient obligés de partir, de mettre en exécution leurs différentes menaces, c'est d'aller en grève. Donc demain, la BCGI on va observer si la BCGI va fermer. En tout cas, Abdoulaye Sow est catégorique sur la question. Et il est en commun accord avec tous les travailleurs de la BCGI. Donc à partir de demain, la BCGI va fermer complètement portes et fenêtres jusqu'à nouvel ordre parce que la grève, elle est illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Idrissa Condé, vous suivez cette actualité. Est-ce que cela vous fait peur en termes de répercussions sur les activités bancaires dans le pays? Absolument. C'est la plus grande banque du pays, la plus vieille et la plus grande. La banque la plus représentée sur l'ensemble du territoire national. Et c'est la banque qui travaille le plus avec l'État et le commerce. Je pense que la BCGI est une banque très importante dans le système bancaire guinéen. Il est très important de prendre au sérieux la menace de grève justement de la FESABAC par rapport aux travailleurs de la BCGI. Je pense que rapidement il faut mettre en place un comité de négociation pour étudier les revendications des travailleurs de la BCGI
et satisfaire ces revendications. Autrement, notre économie serait en panne. Je pense qu'il faut y remédier. Je pense qu'il y a un travail de fond et qu'il faut travailler justement sur les revendications des travailleurs de la BCG. C'est la plus grande banque du commerce et de l'industrie dans notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, cette banque est une banque qui représente la BNP Paribas, la Banque nationale de Paris en Guinée. Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne gagnerait le même justement niveau de traitement de ceux qui sont en Guinée que ceux qui sont à l'international. Pas forcément, parce que le SMIC en France est 1200 €. On ne peut pas l'aligner en Guinée. Mais ce qu'on peut faire, c'est, selon le contexte, et en tout cas, d'après les revendications formulées par la FESABA, qui est la Fédération justement des banques et assurances de Guinée, travailler sur ces revendications des travailleurs pour qu'on ait un compromis qui puisse permettre de rapidement relever, sortir plutôt de cette grève, parce que si la grève de la BCG se confirme, ce serait une perte énorme pour l'économie nationale. Qu'est-ce que cela vous dit en une minute, EDG qui menace bientôt de partir en grève? Le ridicule ne tue pas. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que EDG est en train de faire comme travail? Pour moi, qui est par exemple dans le quartier, qui voit la façon dont EDG est en train de travailler, je me dis que c'est de la poudre aux yeux. Parce que pour moi, si il y a une structure ou s'il y a une société en République de Guinée qui faillit à ses obligations, qui n'a même pas 10% de travail sur le terrain, c'est bien cette société d'électricité de Guinée. Moi, je me dis, c'est bien beau de partir en grève. Pour vous, ils n'ont pas raison de partir en grève. Écoutez, ça a longtemps duré. Si les travailleurs des DG ne sont pas dans des conditions qu'ils voudraient être pour nous, en tout cas pour nous donner suffisamment ce dont on a besoin, je pense qu'ils auraient pu le manifester depuis des années. Malheureusement, ils ont accepté d'être dans cette situation durant des Idrissa années. Condé, pour Donc, vous, EDG qui menace de partir en grève, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin? Non, moi je pense qu'il faut d'abord prendre connaissance du contenu de ce que réclament justement les travailleurs de EDG. Contrairement à ça, moi je pense qu'il faut bien étudier, d'accord, les revendications formulées. Ils peuvent aller en grève, c'est leur droit, parce que s'ils ne sont pas bien payés, s'ils ont des difficultés, si le traitement, ils pensent, parce que ce que j'ai écouté, on a quand même mis un nouvel administrateur à la tête de cette structure d'électricité publique, de cette structure publique d'électricité. Et je pense que les revenus ont augmenté, n'est-ce pas? Les revenus de EDG ont augmenté, mais est-ce que cette augmentation des revenus de EDG se répercute sur le niveau de traitement des travailleurs de EDG? La question reste posée. Certainement, nous allons revenir là-dessus dans un autre numéro. Nous partons à présent du côté de l'Égypte, où le Parlement égyptien a voté mardi en faveur de la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi jusqu'en 2030. Réaction rapidement. C'est quand même extraordinaire que ce maréchal venu au pouvoir par un coup d'État, je rappelle qu'il a renversé un président démocratiquement élu, le président des frères musulmans, Mohamed Morsi. Ben, il est venu par coup d'État, mais il a été soutenu quand même par l'Union africaine. Par les États-Unis notamment, par le président Barack Obama. Je pense que c'est inacceptable ce qui s'est passé en Égypte. C'est une honte pour l'Afrique que des militaires puissent faire un coup d'État et qu'on puisse les garder aussi longtemps au pouvoir. Et cette modification constitutionnelle permet justement au général Fattah al-Sisi de rester au pouvoir jusqu'en 2030. Et je pense que c'est un recul démocratique pour le pays des pharaons. On n'aurait jamais pu imaginer cela. Je pense que, en tant qu'intellectuel africain, je suis très peiné de savoir que l'Afrique n'avance pas, que l'Égypte, qui est la plus grande armée africaine, l'Égypte qui est l'un des pays africains les plus avancés, ne puisse pas institutionnaliser la démocratie et pérenniser justement la démocratie. C'est inacceptable. Il faut que l'Égypte donne l'exemple. Le maréchal al-Sisi est sous la peine de condamnation. Je rappelle qu'il a quand même violé des droits de l'homme en Égypte, où les gens ont été réprimés à la place Tahrir pendant justement la révolution, parce que les partisans de Morsi sont restés implacables. Ils ont estimé que Morsi a été démocratiquement élu et qu'il était inacceptable qu'un général de l'armée égyptienne, l'armée a pour mission de garantir les institutions constitutionnelles, que cette armée-là puisse s'emparer du pouvoir et violemment
santé des gens, violer massivement les droits de l'homme, et que cet homme-là aujourd'hui se donne les pleins pouvoirs pour rester aussi longtemps pour la présidence à vie en Égypte, c'est vraiment une honte pour l'Afrique. Péné, vous, Alpha Bakar Sank, bientôt l'Égypte reçoit quand même la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour vous, est-ce que cela aura une répercussion? Parce que jusqu'en 2030, Al-Sisi au pouvoir, pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui d'insécurité? Pas de risque dans la mesure où cette loi l'article 140 qui l'autorise en tout cas de passer de 4 à 6 ans, donc qui l'autorise de se représenter même en 2024. Donc c'est une possibilité qu'on lui donne de se présenter même en 2024, puis qui va lui permettre d'être au pouvoir jusqu'en 2030. Donc moi je me dis, ça ne peut pas avoir d'impact dans la mesure où ça a passé par l'Assemblée nationale. Il y a eu des députés certes hypocrites qui ont voté, excusez-moi du terme, qui ont voté cette loi aujourd'hui, qui n'ont aucune, si vous voulez, ambition de servir le peuple égyptien, parce que ça c'est être au service d'une personne, c'est être au service d'une seule personne, détriment de l'intérêt commun de la nation. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre sur toute l'étendue du continent africain, chose qu'il faut déplorer. C'est vraiment honteux pour nous Africains de voir une personne, nous sommes en 2019, qui prétend être le président d'un pays jusqu'en 2030. Bon sang de Dieu, il n'est pas le seul qui a la nationalité égyptienne. Il y a 1001 personnes qui sont aujourd'hui présidentiable dans ce pays. Malheureusement, c'est les mêmes têtes qui continuent toujours à tourner au niveau des pouvoirs en Afrique, chose qu'il faut déplorer. Maintenant, parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que ça n'aura pas d'impact dans la mesure où cette loi va passer et vous allez voir, le référendum est prévu pour le 20 au 23 et les consultations populaires du 19 au 21. Donc ils vont faire les consultations populaires, le référendum va passer tranquillement, il va s'offrir, si vous voulez, un boulevard pour s'éterniser au pouvoir, pour avoir une vie à vie, mais un pouvoir à vie. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai, il prétend aujourd'hui gouverner l'Égypte jusqu'en 2030, mais le seul détenteur de pouvoir peut en décider autrement et libérer l'Égypte dans les mains. Justement, parce que le pouvoir est... Je suis d'accord avec ça. Je pense que la révision constitutionnelle en Égypte qui permet de passer le mandat de 4 à 6 ans est une poudre aux yeux. En réalité, la réalité du terrain nous prouvera le moment venu. Est-ce que le peuple égyptien va accepter cela? Est-ce qu'on va transformer l'Égypte en une tyrannie? Parce que ça, ce n'est possible que dans une tyrannie, pas dans une démocratie. C'est inacceptable. Et deuxièmement, en parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition africaine. Je pense que si jamais les frères musulmans décidaient de saboter cette compétition. Oui, parce qu'il y a cette crainte déjà du côté de l'Égypte, avant même dès l'obtention, disons, de la CAN par l'Égypte déjà, il y avait ce risque quand même de réaction terroriste et autres. Ce n'est pas exclu. Dans cette zone, ce n'est pas exclu. Si on parle encore de prolongation du pouvoir d'Al-Sisi jusqu'en 2030, cela risque quand même de révéler. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. La frustration est énorme. La frustration est énorme. Les gens sont vraiment frustrés, les gens sont blessés dans leur âme, dans leur dignité. Il ne faut pas exclure une série d'attentats terroristes en Égypte en signe de protestation et de sabotage, parce que vous savez, si Al-Sisi réussit à faire une Coupe d'Afrique des Nations sans incident, ce sera un crédit porté à son gouvernement et à son régime. Et l'opposition, je crois, n'acceptera pas cela. Et notamment l'opposition radicale des frères musulmans. Je rappelle que les frères musulmans, c'est une confrérie des musulmans et qui commande quand même l'université Al-Azhar, qui est la plus grande université islamique du monde. Et la philosophie religieuse de ces gens, je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire et il ne faut pas exclure d'emblée la commission d'attentats terroristes, que ce soit à Alexandrie, que ce soit au Caire, que ce soit dans d'autres villes d'Égypte, en signe justement de contestation et d'opposition catégorique justement à un boulevard pour Al-Sisi jusqu'en 2030. Et je pense que... Alpha Bakar Sank, pour vous aujourd'hui, est-ce que l'Égypte est bien partie avec de telles initiatives?
Mal parti, c'est très mal vu. L'alternance est un facteur de développement pour une nation. Voir la même personne diriger un pays durant des années avec le même boubou, le même système, les mêmes personnes, je pense qu'un pays ne peut pas décoller avec ça. Votre regard sur... Je pense que l'Égypte doit évoluer avec la démocratie. Je pense que la démocratie doit s'institutionnaliser. Machiavel disait en sciences politiques, le roi est mort, vive le roi. Ça veut dire qu'un homme n'est pas indispensable. Quand vous avez le pouvoir, le jour où vous n'êtes plus capable de gouverner, on vous remplace aussitôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, bien animée ce soir. Et Alpha Bakar Sanka Diallo, merci d'être passé. Merci, je comprends pourquoi le président égyptien a été reçu en Guinée. Alors de l'autre côté, Idrissa Condé, merci aussi d'être passé dans cette émission. C'est une obligation et bonsoir à notre Allez, mesdames et messieurs, histoire de se retrouver demain pour un autre numéro, nous on vous dit au revoir.